me souviens d'un mec qui s'appelle Xavier de la Malmaison. Le serpent, on peut cacher les spirales Dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est grave, je monte pas dedans. Ouais. Qui est Zep? Un raconteur hors pair de l'enfance, un observateur passionné de l'humain et de sa nature, un militant de l'amour et du regard, un artiste nourri de l'ambition du plaisir, un tendre agitateur, un petit-fils de Rodolphe Töpfer. Zep est tout ceci à la fois. Partageur exceptionnel, il est un homme de doute et de certitude, un être profondément épris de la vie. Il a l'audace de son talent et sans conteste la taille d'un succès qu'il a patiemment construit avec ceux et ceux qu'il aime. C'est ainsi que s'exprime Philippe Duvanel, directeur artistique de BD-Phil, Festival de la BD de Lausanne. C'est donc avec beaucoup de joie et d'émotion que ce 30 septembre, qui ouvre une nouvelle saison, la 17e, des cafés littéraires, la médiathèque Valais de Saint-Maurice et moi-même accueillons pour vous et avec vous, cher public que je salue, Zep. Philippe Chapuis, alias Zep, né le 15 décembre 1967 à Honnay. Dès l'enfance, la bande dessinée est son terrain de jeu et le restera. Quelques dates marquantes de votre parcours, Zep. 1979, la création de votre premier fanzine baptisé Zep, en hommage au groupe Led Zeppelin. 1982, vous entrez à l'École des Arts Décoratifs de Genève et très rapidement vous dessinez pour la presse, notamment le journal de Spirou. 1992, depuis des mois, tous mes projets sont refusés. Dégoûtée, je décide de ne plus faire de bande dessinée que pour moi. Je m'achète un grand cahier et je commence à raconter mes souvenirs d'école. Je me dessine une drôle de mèche sur la tête. Titeuf est né et le premier album sort chez Glénat en janvier 1993. Et vous écrivez un événement qui va transformer le monde de la bande dessinée. Mais personne n'a l'air au courant. L'immense succès obtenu vous permet cependant de lancer d'autres initiatives. 1000 initiatives saluées par la critique, récompensées par des prix et que je n'arrive pas ici à nommer exhaustivement, mais parmi lesquels on note le guide du zizi sexuel, le magazine Show, les scénarios de 2 séries, Captain Biceps, les Chrono Kids, la série des Happy, la réalisation et le scénario de Titeuf, le film. Et à partir de 2010, des récits plus intimistes et des albums en style réaliste. Le portrait dessiné, carnet intime, une histoire d'homme, un bruit étrange et beau, The End, ce que nous sommes. Ainsi, outre l'œil, la planche et le crayon, il y a bien sûr le sens et la couleur. Et oui, c'est là que l'aventure commence. Celle, dirait Georges Perec, d'extraire des éléments signifiants, des miettes de sens, quelque chose comme des mots-clés que l'on repère, que l'on compare, que l'on retrouve. Et dès lors, des creux et des vagues de l'enfance au plaisir des grands, en passant par la nature, la musique ou l'utopie, vous racontez un univers où la vie se regarde et se dessine simplement, sans distance inutile, sans phare ni lumière excessive, mais toujours avec un humour simple et une efficacité redoutable. Merci beaucoup. Moi, je vais garder le micro parce que je parle beaucoup moins fort que vous quand même. En juillet 1993, vous vous retirez dans le monastère Notre-Dame de Chalais au-dessus de Grenoble. Je venais de dessiner les 2 premiers albums de Titeuf sans m'arrêter. Je me sentais lessivée. J'avais l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même et je ne savais pas comment continuer. Les quelques lecteurs que j'avais rencontrés en librairie me semblaient enthousiastes, mais difficile de savoir à ce stade s'il y aurait une suite. Je ne sais pas exactement ce que je venais chercher. La vie monacale n'est pas forcément idéale pour trouver de bons gags. Et vous ajoutez, je crois que je venais consolider l'alliance avec ma propre enfance. Nob, auteur de BD, confie, ce que j'aime chez Zep, c'est cette capacité de replonger si justement dans l'enfance, sans le vernis sélectif de la mémoire. Quel enfant étiez-vous, Zep? Quels étaient vos rêves?
et peut-être un souvenir marquant de cette enfance? Mes rêves, c'était de dessiner. Enfin, c'était plus qu'un rêve, c'était mon occupation principale, de dessiner. Et je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire de faire des livres. Ça me semblait très mystérieux, le fait de passer de feuilles éparses par terre, de dessins, comme ont un peu tous les enfants qui dessinent, à un livre tel qu'on le trouve en librairie ou en bibliothèque. Donc j'espérais pouvoir faire ça un jour quand je serai grand. Et puis j'étais un enfant assez timide. En fait, j'ai été préservé assez longtemps parce que je suis né en fin d'année, donc il y avait la possibilité de rentrer à l'école un peu plus tard. Et donc j'ai échappé à ce qui s'appelle maintenant la maternelle. Je suis entré directement à l'époque ça s'appelait la deuxième enfantine. Donc j'entrais à l'école à 4 ans et demi, dans une classe d'enfants de 5 ans, mais qui étaient déjà tous, qui avaient déjà tous une année de maternelle derrière eux. Donc j'étais très impressionné, j'ai l'impression que ce monde de l'école me faisait très peur. Et je grandissais, j'ai une grande sœur, et mon papa était inspecteur de police. Et donc il racontait tout le temps des histoires à table extrêmement effrayantes sur le monde du dehors. À l'époque, il travaillait à la brigade criminelle, donc on avait droit à des histoires affreuses. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller à l'école? Enfin, j'avais l'impression qu'on allait me découper en rondelles et de me cacher dans une cave. Donc, j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. J'aurais tout donné pour pouvoir rester toujours dans ma chambre. Et j'ai pas obtenu ça, donc j'ai dû y aller. Et pour moi, le dessin, c'était une espèce à la fois un refuge, parce que mon imaginaire était dans le dessin, j'inventais des tas d'histoires, et aussi ça a été une manière, mais ça c'était pas prémédité, de prendre ma place dans l'école. Parce que je suis arrivé, j'étais le plus petit, et j'avais la trouille des grands, et puis, mais comme je dessinais beaucoup, je dessinais pas bien, enfin je dessinais comme un enfant, quoi. Moi, franchement, quand je vois mes dessins de l'époque, j'ai du mal à les distinguer des autres dessins d'enfants. Mais apparemment, il y avait déjà un petit truc, et donc mes camarades me demandaient de leur faire des dessins. Et je suis devenu une espèce de jukebox à dessin, comme ça, tout de suite. On venait me demander de faire un cheval, un robot, une princesse, après les caricatures des profs, évidemment. Et donc, ça a été une manière pour moi de trouver une espèce de rôle social dans l'école. Alors, très rapidement, le dessin occupe une conséquente partie de votre vie. Dans Bouvard et Pécuchet, réside l'épopée de deux copistes à la recherche des savoirs, Flaubert les met en scène décidés à écrire une pièce. Ils s'enfermaient à double tour. Bouvard nettoyait la table, mettait du papier devant lui, trempait sa plume, restait les yeux au plafond, pendant que Pécuchet, dans le fauteuil, méditait, les jambes droites et la tête basse. Parfois, il sentait un frisson et comme le vent d'une idée. Au moment de la saisir, elle avait disparu. Et vous, en janvier 2010, vous confiez « Depuis mon enfance, j'ai pris l'humour comme une arme pour affronter la vie, pour accepter le monde injuste et mal foutu. Ma définition préférée est celle-ci. L'humoriste, c'est un petit garçon qui siffle en traversant une cave obscure. » Et serait-il juste de dire que dès l'enfance, vous avez eu conscience du talent qui était le vôtre? Non, mais assez vite, je me suis rendu compte que le dessin et l'humour donnaient un certain pouvoir. En fait. Donc, le fait déjà de pouvoir prendre une place dans l'école en dessinant, c'était bien. Et puis, je me suis rendu compte que parfois, l'humour pouvait désamorcer des conflits. C'est-à-dire que dans une situation tendue, de bagarre imminente, enfin, j'ai ce souvenir de, comme il y a souvent dans les écoles, un dit je vais casser la gueule à celui-là. Donc tout ça devient une espèce de... Toute l'école se mobilise autour de cette idée. Il va y avoir un combat à 4 heures à la sortie, et donc ça devient l'enjeu du truc. Et un des deux qui allait se battre était mon meilleur copain. Et j'avais fait un dessin marrant là-dessus, sur cet affrontement. Et du coup, le dessin a circulé. Il a fait marrer les deux protagonistes. Et du coup, ils ne se sont pas battus. Et je me suis dit, en fait, c'est cool. Il y a un vrai pouvoir du dessin humoristique. Mais à double tranchant, parce que
si on arrive à faire rire les protagonistes, on gagne vraiment quelque chose. Mais c'est aussi une arme qui peut être utilisée contre les gens, c'est-à-dire qu'on peut faire rire tout le monde contre quelqu'un. Et là, le dessin devient le dessin humoristique a une autre vocation. Et pour moi, c'est le premier registre qui m'a toujours intéressé. Je dis, si on arrive à rire avec les gens, j'aurais moins peur du monde, en fait. Pour moi, c'était cette approche-là qui était très basique au début. Je dis, si on arrive tous à rire de ça, si j'arrive à faire rire le grand qui tape tout le monde à la récré de mes dessins, il arrêtera de nous taper. Et donc, il y avait des choses comme ça qui étaient... Mais j'essayais pas d'être gentil, j'essayais d'être drôle. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas non plus aller dans un sens de flatterie. On pouvait parfois être dur, enfin vraiment travailler sur la limite de ce qu'on peut faire en humour. Mais je me suis jamais senti à l'aise, par exemple, avec le dessin de presse à la française, qui, lui, a une tradition beaucoup plus agressive, qui naît de la monarchie. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a des puissants, on ne peut rien faire, mais on peut se moquer d'eux, on a le droit de se moquer d'eux. Donc ça devient presque un espèce de droit démocratique de se moquer démocratique d'avant la démocratie, de se moquer du roi. On avait le droit de se moquer du roi. On avait le droit de se moquer du pape, on avait le droit de faire des dessins satiriques extrêmement durs à l'encontre des puissants. Et c'était une sorte de soupape pour le peuple. Nous qui avons grandi dans un pays qui est démocratique et qui n'a pas de roi, on n'a pas cette culture-là. Et on le voit... un des meilleurs dessinateurs de presse qu'on a eu dans ce pays est originaire de Saint-Maurice, c'était Mix et Remix. Et lui, il maniait ça très très bien, c'est-à-dire qu'il riait de tout le monde. Et il nous apprenait à rire de nous. Et je trouvais que ça, c'était ultra précieux comme pédagogie, alors que le dessin de presse à la Charlie Hebdo, plus ce dessin de presse à la française, il nous apprend pas tellement à rire de nous. On se moque des puissants. C'est une soupape pour se moquer des puissants, mais il apprend pas tellement l'humour, je trouve. Alors vous dites, je n'ai jamais été à l'aise avec le cynisme. L'humour doit être libérateur. L'humour crée un pont là où le cynisme érige un mur. Que pensez-vous de ce propos de Desproges? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, j'aurais tendance à espérer qu'on peut rire de tout avec tout le monde. C'est pas possible. Mais ça me dérange de rire des gens qui sont pas là. Je trouve que c'est pas une très très bonne approche Enfin, c'est une approche de l'humour que j'aime pas beaucoup. Si je fais un dessin, quelque chose qui fait rire les gens à propos de quelqu'un qui n'est pas là, mais si jamais il le voyait, il serait extrêmement blessé ou peiné, je trouve pas que c'est de l'humour. Pour moi, c'est autre chose. C'est juste... c'est de la satire, c'est de la moquerie, c'est autre chose. Mais je pense qu'on peut aller assez loin. Et après, ce qu'il y a, c'est que personne n'a la même limite. Bon, on l'a bien vu ces dernières années dans son appréhension de l'humour. Mais on peut faire... Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait aller assez loin, amener parfois les gens là où ils ne pensaient pas qu'ils seraient allés avec le rire. Et c'est pas... mais c'est un rire qui doit être bien intentionné. Voilà. En 1992, après avoir été engagé par le journal Spirou, placé quelques gags dans Fluide Glacial, publié 3 albums, Victor n'en rate pas une, Léon le Coquillard ou Cradoc à Manique Bouquet, vous créez le personnage de Titeuf. Évoquant alors la couverture du premier album de Titeuf, vous écrivez « J'ai ramé, mais au final, j'étais sûre de mon choix, c'était celle-là, la photo. Je trouve qu'elle présente parfaitement le personnage. Je n'avais pas prévu qu'on parlerait autant de son aspect sexuel, ni même que plusieurs réseaux de magasins l'interdiraient à cause de son caractère pornographique. Pour moi, il n'y était pas question de sexualité, mais de curiosité, le trait principal de Titeuf. Et à son âge, on est plus curieux de zizi que des tables de multiplication. Et oui. Parler de ce personnage qui est un peu votre fils. Alors c'est plus mon double enfant que mon fils. Et je pense que j'ai eu la grande chance de le créer quand je n'avais pas encore d'enfant. Si j'avais été papa au moment où j'ai créé Titeuf, je pense qu'il aurait été très différent. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens dans la littérature jeunesse ou dans la bande dessinée
ou dans la littérature tout court d'ailleurs, qui mettent en scène des personnages enfantins. Ils le font souvent parce qu'eux-mêmes deviennent parents et qu'ils ont envie de s'adresser à des enfants. Et donc, dans la démarche de s'adresser à ces enfants, on a souvent envie de leur présenter un monde qui est peut-être plus beau, plus rassurant que tel qu'on le connaît. Et donc, on fait une version du monde qui est rassurante, qui est plus jolie. Et moi, c'était pas du tout ma démarche. J'avais pas d'enfant, j'avais un souvenir assez lointain de ma propre enfance, et elle m'est revenue en faisant Titeuf, en fait. Et j'en ai eu des souvenirs quand même, je trouve assez. C'est une période assez cruelle, quand même, assez dure. On traverse des périodes d'inquiétude, d'angoisse. Alors, je ne vais pas faire quelque chose du Zola autour de l'enfance, mais c'est une période d'incertitude très forte, je trouve, par rapport à l'âge adulte, où quand on arrive à l'âge adulte, on peut avoir toutes sortes de vies, mais en tout cas, on a choisi beaucoup plus de choses. Quand on est enfant, on ne choisit pas grand-chose. Notre emploi du temps, il est choisi par l'école, par nos parents. Alors, si on a de la chance et qu'on est dans un univers familial agréable, c'est super. Si dans un univers familial très dur, c'est beaucoup plus dur. Mais on peut de toute façon pas s'en sortir. On est obligé de traverser l'enfance telle qu'elle nous est imposée. Et donc, j'avais envie de raconter cette enfance-là et de parler de tous les sujets qui me semblaient faire le quotidien d'un enfant de cet âge-là. Donc j'imaginais Titeuf, j'ai imaginé ce petit garçon qui a 10 ans, qui se promène dans la rue. Qu'est-ce qu'il voyait en 1992 ? Il y avait la crise des Balkans, donc il y avait énormément de réfugiés qui arrivaient des pays de l'Est. Donc quelle compréhension il a de la guerre, avec les images qu'il peut voir au téléjournal, avec ce qu'il entend des discussions de ses parents, avec le réfugié qui est dans sa classe. On était aussi en pleine période de campagne Stop Sida. Donc il y avait des affiches Stop Sida partout, avec des messages qui étaient protégez-vous, et souvent des images un peu allégoriques, parce qu'on ne pouvait pas montrer vraiment ce qu'était une protection. Donc je me rappelle d'une publicité où il y avait une banane avec un préservatif déroulé dessus. Je disais, mais comment un enfant qui a 10 ans traduit ça ? Une banane, un préservatif, Stop Sida, protégez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour moi, c'était prétexte à raconter plein d'histoires, mais aussi pour traduire ce trouble de l'enfance. Et cette espèce aussi de solitude, parce qu'on est enfant et on doit essayer de construire le monde un petit peu comme avec des Legos, avec des éléments qu'on trouve. Ok, là j'ai compris un petit bout, là j'ai compris un bout. Il y a toujours celui dans la classe qu'on sait un peu plus qui va dire quelque chose. Celui qui a un grand frère, une grande sœur, qui va amener une info. Parfois, c'est n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore très différent parce qu'il y a tout ce que les enfants vont trouver sur Internet, où il y a encore plus que n'importe quoi qu'avec les grands frères et les grandes sœurs. Donc, ils doivent se construire une image du monde qui est faite de briques et de broc et de beaucoup de n'importe quoi. Donc, j'avais envie de raconter ça, en fait. J'avais envie de raconter un enfant un peu perdu, sans imaginer que je m'adressais à des enfants. Pour moi, j'imaginais que je parlais de l'enfance pour les gens qui étaient, comme moi, un peu loin de leur enfance, qui l'avaient oublié. Et j'essayais de le faire de la manière la plus réaliste possible. Donc il y avait la curiosité, évidemment, autour de la sexualité. Je ne suis pas allé dans une idée de censure, puisqu'au départ, l'idée, c'était de le faire dans un cahier pour moi. Et au bout de quelques pages, j'ai dessiné comme ça une quinzaine de pages, vingtaine de pages, je ne sais plus. Et je me suis rendu compte que c'était mieux que tous les autres projets que j'avais faits, parce qu'il y avait une liberté là-dedans qui faisait que le projet était plus chouette, plus beau, plus intéressant, plus drôle aussi. Donc j'allais le présenter un peu partout, et tout le monde l'a refusé. Donc j'ai publié les pages chez des copains qui faisaient ce qu'on appelle un fanzine, c'est-à-dire un magazine pour les fans de BD, qui s'appelait Sauf qui peut. Et Sauf qui peut a publié chaque mois 1 ou 2 pages de Titeuf. Et le seul éditeur à qui je n'avais pas envoyé mes projets, c'était Glénat, qui à l'époque était un éditeur de bande dessinée parisien, surtout versé dans la bande dessinée historique. Donc je ne voyais pas trop en quoi ça pourrait l'intéresser. Donc j'ai envoyé à tout le monde sauf à lui. Et tout le monde avait dit non. Et voilà qu'un jour, un éditeur de Glénat, Jean-Claude Carreneau, m'appelle, il me dit, j'ai vu vos trucs dans Sauf qui peut, j'aime bien, j'ai envie de vous proposer un album. Et ça a démarré comme ça. Et je me suis retrouvé à faire Titeuf chez un éditeur de BD historique et adulte.
Donc Titeuf, qui était plutôt tout à coup se retrouver dans un catalogue adulte, pas du tout jeunesse. Le premier album est sorti en noir et blanc parce que les pages étaient faites en noir et blanc pour ce magazine qui publiait pas de couleur. Et moi j'ai tout de suite dit mais est-ce que je peux les faire en couleur? J'aimerais mieux. Ils ont dit ben non, ça va très bien. Le public adulte lit du noir et blanc, c'est mieux. Donc voilà, j'ai publié une page en noir et blanc. Et c'est seulement quand j'étais en train de dessiner le 3e album, donc pendant les tournées de dédicaces du 2e album, qu'on a vu arriver des foules d'enfants qui connaissaient les histoires de Titeuf par cœur et qui avaient l'âge de Titeuf. Et je trouvais ça très étrange. Je me disais, mais c'est marrant que vous lisiez Titeuf. Enfin, pour moi, il y avait un côté un peu sombre presque pour des enfants de lire ça. Parce que c'était pas justement de la bande dessinée pour les enfants avec un côté très édulcoré. Ça racontait des choses drôles, mais sur un quotidien qui n'était pas tellement. Et je me rappelle d'un petit garçon qui m'a dit « Moi, j'aime bien Titeuf parce qu'il ne nous prend pas pour des débiles. » Et c'est une phrase que j'ai toujours gardée un peu en boussole par rapport à toutes sortes d'auteurs, pédagogues que j'ai rencontrés par la suite qui m'ont expliqué comment il fallait parler aux enfants. Et je pense qu'une bonne manière de leur parler, c'est de ne pas les prendre pour des débiles, effectivement. Lorsque Titeuf s'indigne d'un seppo juste, péremptoire, les yeux des enfants étincellent d'approbation, Titeuf, il croit toujours que ça va marcher. Alors, vous avez évoqué les parents. Être parent, c'est compliqué. Être enfant, ce n'est pas simple. En 2014, comme un coup de pouce aux parents, vous publiez, Zep, dans la série des Happy Parents, 53 situations et 1000 occasions entre parents et enfants de ne pas comprendre. Dans le portrait dessiné, vous confiez « Tous les personnages inventés par mes prédécesseurs ont constitué mon arbre généalogique de bande dessinée. J'ai fait pousser mes personnages et d'autres après moi y feront bourgeonner les leurs. On regarde pointer les nouvelles feuilles, on s'inspire des vieilles branches, certains curieux étudient les racines. Ma saison passera, mais ce qui compte vraiment, c'est que la sève circule pour que l'arbre continue de pousser. » Comment définissez-vous l'autorité, alors celle des parents, puisque vous êtes parents, et celle d'un maître? Oh là, ça c'est une question compliquée. J'ai l'impression qu'être être un maître de dessin, c'est plus simple, parce qu'on fait une œuvre de manière assez égoïste au fond, et puis après, elle va avoir une résonance chez des lecteurs ou chez des gens, d'autres artistes, qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Tandis que quand on est parent, c'est beaucoup plus volontaire. On veut apprendre des choses à nos enfants parce qu'on a envie qu'ils deviennent quelqu'un d'une certaine manière. On a envie qu'ils deviennent comme ci ou comme ça. Donc on n'arrive pas à faire, enfin moi en tout cas, j'arrive pas à faire une éducation complètement désintéressée, c'est-à-dire à faire quelque chose puis dire vous prendrez ce que vous voudrez et puis ça ira. Quand ce que j'ai appris à mes enfants ne rentre pas, ça m'énerve. Et je vais me fâcher, je vais les engueuler, voilà, c'est rarement très productif, mais enfin, je pense que tous les parents ont vécu ce genre de choses. Et quand on crée une œuvre, appelons ça une œuvre, avec des personnages, des histoires, pour finir, les histoires, elles circulent avec les gens. Chaque lecteur va en faire quelque chose. Nous, on fait une partie du travail, puis après, quand le livre part, il continue. Et ça, c'est la partie qui est géniale. C'est quand les gens viennent en dédicace et vous disent qu'ils ont aimé ça ou ça, et parfois, je me rappelle d'un jeune garçon aussi qui me racontait son histoire préférée de Titeuf en dédicace, et c'est une histoire que j'ai pas fait, que j'ai jamais dessinée en fait. Il avait inventé cette histoire à partir de l'univers des personnages, mais c'était devenu, enfin voilà, il s'était approprié le truc et il en faisait autre chose. Et je trouve que ça, c'est la richesse d'un livre, c'est que les livres voyagent, on les garde, c'est des objets de compagnonnage, plus qu'un film. Par exemple, souvent on vend des livres. Moi, j'avais des livres que j'adorais. Je les prenais avec moi en vacances, je les prenais avec moi en week-end. Ils ne me quittaient pas. Donc, ils étaient complètement usés. J'avais mon nom écrit 25 fois dedans pour être sûr que si jamais je le perdais, on me le ramène bien. Et du coup, le livre, il vit avec le lecteur. Et donc, voilà, transmettre, au fond, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On fait des livres, et puis
ça va transmettre ou pas. Parfois, c'est des gens qui habitent à l'autre bout de la planète, qui vont être influencés par quelque chose qui a été fait ici. Moi, j'ai des auteurs qui m'ont influencé, qui vivent très loin, qui ont vécu très loin, dans d'autres réalités. Mais à un moment, un truc qu'ils ont fait m'a touché et m'a donné envie de faire quelque chose, même de me mesurer à eux. Il y a toujours un petit côté comme ça où on a envie de voir si on est capable aussi de faire quelque chose d'aussi bien. Donc, c'est assez confortable en fait de laisser, de laisser, parce que ça ne nous appartient plus et ça va donner naissance à des choses qui seront mieux, qui seront différentes, qui seront ailleurs. Et c'est aussi accepter quand on est artiste que si on peut être pérenne un petit peu, c'est cool, tout le monde en a envie, mais c'est pas éternel. Il y a un moment où ça passe. Le best-seller aujourd'hui, c'est plus Victor Hugo, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir des nouveaux auteurs. Et je crois qu'il faut accepter que des livres qu'on a énormément aimés passent avec le temps, parce qu'ils sont liés à une époque. Parfois, déjà, je trouve qu'en bande dessinée, on a énormément de chance. Quand on voit qu'Astérix continue à avoir autant de lecteurs après 60 ans. Mais évidemment, il y a un moment où ça devient institutionnel, et moi je vois très bien que des bandes dessinées que j'ai adorées, qui m'ont donné envie de faire ce métier, si je les fais lire à mes enfants, ils trouvent ça ringard, ils trouvent ça daté, vieillot, et ça les touche pas parce que c'est pas leur époque. Donc voilà, quand on fait des livres, on attend tous à un moment d'être ringard aussi. Alors, vous évoquez un petit peu la nostalgie, donc je saute un peu mes questions et j'arrive sur celle-ci. Dans son très beau journal d'ermitage dans les forêts de Sibérie, paru aux éditions Gallimard, magnifique célébration de la beauté et du génie du lieu, Sylvain Tesson, au moment de partir, fait un retour sur l'image et écrit « J'ai contemplé le poème des montagnes et bu du thé pendant que le lac rosissait. J'ai tué le désir de l'avenir. J'ai respiré l'haleine des forêts et suivi l'arc de la lune. J'ai admiré la vieillesse des arbres, apprivoisé des mésanges, saisi la vanité de tout ce qui n'est pas révérence à la beauté. J'ai jeté un regard sur l'autre rive, j'ai parlé aux cèdres, demandé pardon aux ombres et pensé aux miens. Et vous êtes dans la même tonalité. Vous faites en mars 1993 cette confidence. Je regarde ce cèdre et je trace des minuscules traits pour tenter de capturer ces formes si compliquées. Tout cela me dépasse. Les informations passent de mon œil à ma main sans que mon cerveau n'arrive à les retenir. J'ai dessiné le tourment d'un vieux cèdre et je ne sais pas comment. Vous qui écrivez, ça m'émeut de savoir que les choses durent et qu'on ne fait que passer. Le temps qui passe, la nostalgie, est-ce une composante de l'ADN de Z? La mélancolie, sûrement, oui. Ouais. Mais je suis devenu contemplatif, en fait, avec le dessin. Je ne pense pas que je l'étais. On l'est rarement quand on est adolescent, contemplatif, mais je le suis devenu avec le dessin. Au départ, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, comme un peu tous les enfants qui font de la BD, ce qui nous intéresse, c'est de raconter des histoires et de dessiner des bons hommes. Donc, je dessinais des personnages et j'ai beaucoup développé ça. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi dessiner des décors. Et ça, je n'aimais pas du tout. Donc, je traçais un peu quelque chose d'assez minimaliste derrière mes personnages. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu le minimum syndical, qu'il fallait faire un effort. Alors, j'ai fait ce qu'on fait tous quand on est des jeunes dessinateurs, c'est qu'on est dans son bureau et on va prendre les BD qu'on aime, on les ouvre, puis on copie les décors des autres pour voir comment ils ont fait, plutôt que d'aller voir comment c'est fait dans le monde réel. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même très limité comme manière de décrire le monde, surtout avec Titeuf, où j'avais envie de parler de quelque chose d'assez réaliste. Donc, j'ai fait quelque chose qui me semblait impensable jusque-là, c'est que je suis descendu dans la rue avec mon carnet, je l'ai dessiné dehors. Et j'ai pris un goût à faire ça, le goût de l'observation, de la contemplation. Donc j'ai commencé par dessiner des gens, je me postais au buffet de la gare ou dans une rue passante, puis je dessinais les gens qui passaient, ou dans nos arrêts de bus. Puis après je me suis mis à dessiner des maisons, des morceaux d'architecture, des arbres. Et puis j'ai développé vraiment une appétence pour le dessin des arbres, parce que c'est quelque chose
qui est infini. On peut dessiner des arbres toute sa vie, on ne sait toujours pas les dessiner. Et c'est vraiment ce sentiment, c'est de l'observation, on essaie de le restituer tout de suite. Mais alors je peux, maintenant, à force d'en avoir fait des centaines, je pourrais dire que je peux un peu dessiner des arbres les yeux fermés, mais c'est pas pareil. C'est toujours génial de dessiner les yeux ouverts. Donc il faut observer et dessiner. Et c'est pas pour ça qu'on va savoir, mais on va savoir observer. Et ça m'a donné envie d'aimer ce monde, en fait. Je suis passé d'un petit garçon qui avait appris à dessiner pour fuir le monde à quelqu'un qui a appris à aimer le monde à force de le dessiner. Et maintenant, j'adore dessiner. Ça a été le cauchemar de mes enfants pendant des années, parce qu'en vacances, j'aimais toujours m'arrêter pour dessiner dans mon carnet. Et évidemment, pour eux, ils disaient, pourquoi tu ne fais pas une photo, ça va plus vite. Et donc, ils me demandaient tout le temps, c'est fini là? C'est fini? T'as fini là? C'est fini? Non, il est fini. Donc voilà, c'est pour ça que je partais de temps en temps tout seul, dessiner dans la forêt. Et les arbres sont des super modèles parce qu'ils posent pour vous sans rouspéter. Et en même temps, on peut venir tous les jours les dessiner. La lumière fait que chaque jour, c'est différent. Et c'est une expérience magnifique. Alors effectivement, parmi les sujets qui vous inspirent particulièrement, il y a les arbres, et vous écrivez dans Carnet intime, dessiner les arbres qui étaient là avant moi et le seront probablement après, c'est comme entrevoir un dialogue avec un vieux sage. Je dessine les arbres comme d'autres vont à la messe. Il y a aussi que c'est beaucoup plus facile de faire poser un arbre qu'une personne. C'est impossible pour moi de ne pas aborder ici un de vos albums, The End, paru en 2018 aux éditions Rue des Sèvres. Le professeur Richard Follet, pionnier de la paléobotanique, évincé de sa chaire de professeur à Harvard, se retire dans la réserve de Doxla en Suède. Là, il est rejoint par Théodore, écolo qui a milité dans le groupe L'Urgence Verte et qui s'engage dans les recherches du professeur portant sur la communication des arbres entre eux et avec les hommes, et tentant de prouver que ceux-ci détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN. À l'origine de ce projet, une anecdote véridique que vous raconte votre fils, qui prête d'ailleurs ses traits à votre personnage. Oui, que je raconte ça? Oui. Okay. Alors, je suis désolé si des gens connaissent déjà cette histoire. En fait, c'est un objet de recherche qui s'est passé en Afrique, dans un parc pour safari, où il y a beaucoup de grandes antilopes qui s'appellent des koudous. Et on laisse proliférer les koudous parce que c'est des animaux que les touristes aiment bien. C'est des antilopes, mais qui vont pas très vite, donc on peut bien les observer. Et aussi pour les chasseurs, parce que c'est facile d'aller faire un safari et de chasser des koudous. Et bref, il y avait trop de koudous dans cette région. Et un matin, le garde-chasse arrive et il y avait tout un groupe de koudous qui étaient morts, je crois une vingtaine, avec pas de traces d'attaque. Ils n'avaient pas été tirés par balle, ils n'avaient pas été attaqués par un prédateur, il n'y avait pas de traces de morsure, ils étaient morts. Et donc ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors ils regardent, ils font une autopsie, ils voient qu'il n'y a rien de spécial. Ils avaient mangé des feuilles, comme ils mangent tous les jours, des feuilles d'acacia. Et bon, le truc continue comme ça. Ils disent probablement ils ont dû boire, enfin quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser. Quelques semaines après, ça se reproduit, de nouveau des koudous meurent. Et à un moment, un chercheur dit, mais est-ce que vraiment tout ce qu'on trouve dans leur ventre, c'est des feuilles d'acacia? Est-ce qu'ils n'ont pas été empoisonnés avec ces feuilles d'acacia? Et on analyse les feuilles d'acacia qui sont tout à fait normales, donc non. Et là, un chercheur a une idée un peu originale pour l'époque. Il dit, mais peut-être que la toxicité des acacias s'adapte et elle est peut-être là juste au moment où ils viennent le manger, elle disparaît après. Et donc, ils font de l'investigation comme ça et ils se rendent compte qu'effectivement, au moment où les koudous viennent manger, tous les acacias, dans le sens du vent, donnent un signal et font monter leur taux de tanin à un taux tellement élevé que les feuilles deviennent toxiques, mortelles, pendant quelques minutes. Ils les mangent, ils meurent et le taux redescend. Et tout est normal, on analyse les feuilles d'acacia, elles sont comestibles. Et donc la nature a décidé, à un moment, d'éliminer ces koudous parce qu'il y en avait trop et qui mettaient en péril l'écosystème. Donc cette anecdote a donné énormément comment dire,
de crédit à toute la recherche scientifique pour la communication des arbres. Ça a donné ce livre qui a fait un best-seller après, qui s'appelle L'intelligence des arbres, où on a analysé que les arbres communiquaient entre eux, communiquaient avec la nature, communiquaient avec les animaux énormément. Et ce qui était un peu un coup dur pour la communauté scientifique, parce qu'il fallait accepter tout à coup que tout le vivant sur Terre est connecté, et que les seuls qui ne comprennent pas tout ça, qui ne font pas partie de la discussion, c'est les hommes. Et donc, ça, on en prend un petit coup dans notre ego d'humains qui sont censés être l'espèce supérieure qui domine toutes les autres. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on est les seuls qui ne parlons pas la langue de la Terre, en fait. Une espèce de langue commune qui n'est pas parlée par l'homme. Et à un moment, je me suis dit, mais à quel moment peut-être les arbres vont décider que nous aussi, on est les koudous, parce qu'on met en péril l'équilibre de la planète. Ça, c'est pas une idée très originale. Donc, au fond, les arbres qui nous fournissent, enfin les végétaux qui nous fournissent en oxygène, donc qui permettent notre existence, depuis notre arrivée sur Terre, les végétaux veillent sur nous, ce qu'on ne fait pas exactement en retour, puisqu'on met en péril la forêt et tout l'écosystème. Donc ils pourraient tout à fait décider de se débarrasser de nous. Et j'ai écrit cette histoire de Diane, que je suis allé confronter avec quelques chercheurs. Alors pas que je pense que ça va se passer, mais je trouve que toujours quand on écrit une fiction, si elle peut avoir une espèce d'authenticité, une possibilité scientifique, c'est quand même mieux. Donc je suis allé voir plein de scientifiques. Et notamment, j'ai rencontré le personnage qui a prêté ses traits au professeur Froley, qui est là sur la dernière image, qui est Francis Halley, qui est un grand botaniste absolument passionnant, qui donne des conférences. Et donc on a établi une espèce de correspondance, même une forme d'amitié avec le temps. Et lui, il me disait, moi je pense pas que, parce que moi je suis d'un naturel assez optimiste, même si j'écris des fictions parfois assez sombres, moi je crois que l'homme vient d'arriver et que la nature a une forme de bienveillance envers nous, c'est-à-dire qu'on a encore une espèce en devenir. Lui il me disait non, moi je pense juste qu'à l'échelle de l'histoire du temps, on est arrivé il y a 3 minutes, et la nature n'a pas encore décidé vraiment ce qu'elle allait faire de nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les premiers de classe, donc c'est pas sûr qu'on passe l'examen pour continuer. Donc voilà, il y a quand même un postulat scientifique qui est souvent assez sombre sur la présence de l'humain sur Terre. Et moi j'ai écrit cette histoire parce que je crois qu'on a potentiellement quelque chose à faire sur cette planète, qu'on n'est pas là juste pour en assécher les ressources, mais qu'on a un cerveau tellement développé qu'on doit pouvoir faire des choses formidables. Mais on n'a pas forcément encore trouvé quoi. Hubert Reeves dit qu'on est là parce que notre présence s'est justifiée simplement grâce à Mozart. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est cool, les artistes c'est bien, ça démontre quelque chose, un des potentiels humains, mais on en a sûrement beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore vraiment approfondis. Régulé, épargnant un individu par million. Je n'étais ni l'élu, ni un oublié. Et nous avons peut-être appris l'essentiel. Nous ne sommes pas les maîtres de la terre. Nous en sommes les autres et elle nous laisse une seconde chance. Alors vous avez évoqué Francis Halley, préfaçant le très bel ouvrage du biologiste Ernst Surcher, Les arbres entre visibles et invisibles. Francis Halley raconte une anecdote significative. Alors qu'il a organisé un congrès international sur l'arbre, biologie et développement, Ernst Surcher prend la parole pour décrire l'influence de la Lune sur le rythme de germination d'un arbre tropical. Réaction dans la salle, on bâille, on rit, et Francis Halley de saluer l'audace d'un chercheur allant en contre-courant des idées reçues et donnant ainsi une base objective à de très anciennes connaissances empiriques, aussi ancienne peut-être que l'homme lui-même. Vous, qu'en pensez-vous? Ben, je trouve que Francis Halley ferait preuve d'humilité là, parce qu'il reconnaît que, au fond, la science, elle fait que valider ce que nos connaissances empiriques avaient déjà acquis. Je pense que les gens qui faisaient des jardins, qui travaillaient dans la nature au Moyen-Âge, au fil du temps,
savaient ces choses-là, savaient qu'il y avait des marées de sève dans les arbres qui, comme les marées suivaient les phases lunaires, savaient qu'il fallait couper les arbres à certains moments, ils repoussaient mieux, de tailler à certains moments qu'à d'autres. Et on est arrivé à un moment au 19e, 20e siècle où on s'est dit, tout ça, c'est de la sorcellerie, c'est des histoires de bonnes femmes, c'est de la superstition. Maintenant, il faut que tout soit vérifié et validé par la science. Et en fait, on a fait un énorme chemin en arrière pour tout reprendre, et on se rend compte après coup, en tout cas dans la paléobotanique, que énormément de choses, on les savait déjà, mais on avait perdu toute foi en ce qu'on savait, et on avait besoin de le valider par la science. Donc on a dû refaire tout ce parcours. Et Ernst Zürcher, qui est un scientifique passionnant, il est pris au sérieux maintenant parce qu'il est scientifique. Mais tout ce qu'il a développé, toutes ces théories scientifiques, c'est de l'intuition. Au départ, c'est de l'intuition. Il l'a développé comme quelqu'un à la campagne qui sait que peut-être que s'il pose sa main sur quelqu'un, ça va l'apaiser. Il a fait ces choses-là comme ça. Et après, c'est sa formation scientifique qui l'a fait valider tout ça. Et que ça peut être accepté par la communauté scientifique. Et je trouve que c'est très intéressant de voir aussi toute la confiance qu'on a perdue en nous-mêmes, en l'homme, et qu'on a besoin de la science pour nous réapprendre, pour nous refaire confiance. Dans la médecine, par exemple, je pense qu'on savait faire des choses avant. Il y avait des guérisseurs, des gens qui avaient des dons dans les villages, encore pendant très longtemps, encore maintenant, je pense. Et c'est pas accepté il faut que ce soit validé par la science. Et on ne peut jamais complètement le valider parce qu'on ne peut pas complètement l'expliquer. Mais on peut que voir qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent à arrêter des hémorragies, à enlever des brûlures. Et on a tellement de capacités dans notre cerveau que pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Alors, ça ne pose pas de problème qu'on imagine des super-héros en collant qui peuvent marcher contre les murs, mais d'imaginer qu'une vieille dame dans un village, elle peut imposer les mains à quelqu'un et enlever des brûlures, ça, c'est pas possible. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Ça dit beaucoup de ce qu'est devenu notre humanité, en fait. On est insécure par rapport à nous-mêmes, on ne sait plus trop. Et on a perdu, en fait, la science nous a fait perdre beaucoup de confiance en l'homme. Alors, Philippe Roth, qui postface l'ouvrage d'Éric Lehmann, 2050 Apocalypse helvétique, affirme « Dans les mobilisations sociétales actuelles, je vois deux tendances opposées ou complémentaires. Un côté noir qui consiste à se lamenter, à dénoncer, à accuser, à condamner, qui porte le risque du jugement et de dérives autoritaires et dogmatiques, et heureusement, un côté lumière alimenté par l'imagination, l'espoir, la solidarité qui annonce un avenir solaire désiré. Vous, de quel côté vous trouvez-vous? Plutôt, mon Dieu, le monde va très très mal, on est perdu ou... Non, moi je crois que oui, le monde ne va pas super bien, mais moi je continue à être quelqu'un d'assez optimiste, et je pense que raconter des histoires, c'est une manière de nous faire prendre conscience des choses sans que ce soit une fatalité. C'est-à-dire que quand on raconte une fiction qui se passe dans 50 ans ou dans 100 ans, qui propose un scénario d'un futur qui est sombre, c'est une manière de dire ça c'est possible. Potentiellement on peut faire ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, ça veut dire qu'on peut faire ça. Et que on a peut-être la capacité, l'intelligence, l'imagination de faire autre chose que ça. Et on a un avantage sur les scientifiques, par exemple, c'est qu'on raconte une histoire. Et souvent, je pense que les gens étaient, par exemple, beaucoup plus sensibles à la question du clonage en voyant Blade Runner, par exemple, en voyant des films de science-fiction, des romans de Philip K. Dick, qu'en écoutant des scientifiques sur un plateau télé qui disent il faut réguler, il faut faire des lois car c'est dangereux, où là on est toujours un petit peu, dès qu'on nous impose quelque chose ou qu'on nous propose des scénarios catastrophes, qu'on nous brandit des menaces, on a tous tendance à faire un pas en arrière, à dire non, c'est pas vrai. On voit tous les climato-sceptiques. C'est un mouvement qui réagit à ce discours sur l'environnement qui est très anxiogène. Donc on dit on ne va pas y croire comme ça. Alors que si on raconte une histoire
d'apocalypse, ces mêmes gens qui ne croient pas à ça, ils vont aller voir le film. Ils vont vivre le truc, ils vont le vivre comme une histoire, mais en même temps, cette histoire va, je pense, mais peut-être que je suis naïf, frapper nos imaginations et faire qu'on va peut-être mettre de l'énergie, de l'imagination pour ne pas en arriver là. J'espère. Voilà, c'est un vœu pieux de bonhomme qui raconte des histoires. Alors, on va passer à un autre album, 2016, édition Rue de Sèvres, Un bruit étrange et beau. Vous faites le portrait magnifique du personnage de l'album, William. Vivre dans le silence nous réduit à l'essentiel. Je suis chartreux, cloîtré depuis 25 ans et 7 mois. Je passe la plupart de mes heures dans ma cellule. Solitude, pauvreté, obéissance, chasteté, silence. Toutes ces années, quitter les mots pour aller vers la parole. Toutes ces années à respirer leur absence, le vide dans ma gorge. C'est un très beau portrait d'homme qui interroge toutes nos certitudes, la valeur d'une vie, le bruit et la fureur des villes, ou le recueillement du silence, l'ambition, l'amour, l'argent, les renoncements. Comment est née l'idée de cet ouvrage ? Vous l'avez dit au début là, de votre présentation, que j'avais été dans un monastère. Et c'est une période, quand j'avais 20 ans, quand je terminais un projet, souvent j'allais quelques jours en monastère vivre le silence. Et j'aimais beaucoup ces moments de solitude et de silence. Je trouvais que c'était intéressant ce qui se passait dans ces moments. Et au fond, j'ai choisi un métier qui est pas ultra lointain de celui du moine, parce que je passe mes journées tout seul dans mon atelier à dessiner, donc à faire un peu un métier de moine copiste. Et donc j'ai toujours eu une espèce de fascination pour ces gens qui choisissaient de s'extraire du monde pour vivre en marge du monde dans des lieux qui étaient dédiés à ça depuis très longtemps. Et j'ai eu envie, à un moment, cette histoire m'est venue. Souvent, les histoires, elles m'arrivent dans une insomnie ou dans une promenade. J'ai eu cette histoire qui m'est arrivée, enfin, qui m'est venue en tête de ce moine William. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire. Et alors là, de nouveau, j'avais envie de la confronter à un Chartreux, de parler avec lui, d'aller voir comment c'était. Mais là, c'était beaucoup plus compliqué de rencontrer un Chartreux que de rencontrer un paléobotaniste. Parce que voilà, ils vivent cloîtrés et ils rencontrent. Enfin, c'est pas des gens qui, c'est pas des monastères qui pratiquent l'accueil. Donc j'ai écrit à la Grande Chartreuse, j'ai écrit à la Chartreuse qui est à la Val-Sainte, à Fribourg. C'était en 2015, vous avez dit, ou 16, voilà. Bon, j'ai travaillé dessus, je pense, en 2015, donc j'ai écrit en 2015. À ce jour, ils m'ont pas encore répondu. Donc je sais pas s'ils le feront un jour, mais en même temps, ma base de documentation numéro 1, c'est un film qui s'appelle Le Grand Silence, qui a réalisé un cinéaste allemand. Et lui, il a écrit à la Grande Chartreuse, au-dessus de Grenoble, pour leur demander de venir tourner chez eux pour faire un film de cinéma silencieux qui racontait pendant 2 heures le quotidien d'un moine chartreux. Et ils ne lui ont jamais répondu, et donc il a continué à faire ses films. Et 18 ans après, il reçoit une lettre, et il ouvre, il dit « Bonjour, on a reçu votre demande, vous pouvez venir. » Et donc, c'est des endroits aussi où le temps ne s'écoule pas de la même manière. Mais bref, par recoupement, j'ai pu aussi rencontrer un moine chartreux, un moine qui a été chartreux 20 ans à la Val-Sainte, et qui après a quitté, est toujours moine, mais il est moine maintenant, il est toujours chartreux, mais c'est un chartreux excloîtré. Donc j'ai pu le rencontrer et aussi entretenir un dialogue avec lui. Alors c'est assez amusant, parce que même si ça fait longtemps qu'il est plus chartreux, enfin qu'il est plus dans la chartreuse, il a gardé ce truc-là, c'est-à-dire un dialogue avec un chartreux, c'est pas Marthe Villalonga, vous voyez, vous dites un truc, puis il dit rien pendant 2-3 minutes, puis après il dit non. Donc c'était génial, parce que vraiment il répondait à mes questions de manière ultra vraie, quoi. Je lui racontais mon histoire, puis à un moment, j'étais là sur des détails, je suis quand même embêté, parce que moi, j'ai un dessin où j'aime bien être précis. C'est-à-dire que si je dois dessiner une tuyauterie, j'ai envie de la voir. Alors, j'aimerais quand même, je ne peux pas aller dans la Chartreuse, j'aimerais pouvoir voir. J'ai vu que des photos, j'ai trouvé des trucs, pour vous dire, j'ai trouvé ma documentation
c'était un plombier de Bulle qui avait fait des rénovations et qui avait publié les photos des rénovations des sanitaires de la Grande Chartreuse. Et donc, ça, c'était ma plus grosse base de documentation. Et donc, je disais à mon Chartreux, Jean-Pierre, qui est vraiment un bonhomme adorable, je sais, voilà, je sais pas comment dessiner ça, puis le lit, comment il est, je me souviens plus, c'était des lits en bois. Quand vous dessinez, puis on vous dit c'était des lits en bois, vous n'êtes pas du tout. Et donc, puis il me dit à un moment, mais tu sais, tu t'inquiètes pour des choses qui n'ont pas d'importance, parce que à la Chartreuse, personne va lire ton livre. Et puis, ceux qui sont dehors, ils sont jamais allés dedans. Donc, même si le lit n'est pas dans le bon sens, personne ne le saura. Et voilà, c'était plein de bon sens. Et c'était marrant parce que ce bonhomme, enfin, il m'a accueilli vraiment, vraiment très gentiment. Et ses petits-neveux étaient fans de Titov. Donc ça m'a un peu ouvert la porte. Et il m'a dit, ah bon, si c'est l'auteur de Titov, alors d'accord. Puis après, je suis arrivé avec une histoire qui avait absolument rien à voir. Donc il était un peu surpris. Et puis là aussi, on a continué à entretenir, comme avec Francis Allais, une correspondance. Et c'est aussi un privilège de ce métier, tout à coup de rencontrer des gens qui sont tellement dans une autre histoire, et puis de se rencontrer autour d'un projet comme ça. Alors, un héritage contraint William à quitter le monastère et le confronte au monde. Dans le train qui l'emmène à Paris, il engage la conversation avec Mary, une jeune femme qui souffre d'une anomalie vasculaire, venue en Suisse pour consulter un grand professeur et qui est condamnée à moins qu'elle accepte la greffe. Rencontre fondamentale autour de toutes les questions existentielles, la vie, la mort, et puis cette magnifique leçon de vie. Aux justifications de Mary qui refuse la greffe, sa sœur, étant compatible, lui propose la greffe. Et Mary répond, je ne veux pas lui devoir ça, c'est trop. Je n'ai jamais eu besoin de personne. William répond alors, peut-être a-t-elle besoin que vous acceptiez son aide. La vie est un cadeau, Mary. Il faut apprendre à le recevoir, sinon on meurt par orgueil. Quelles sont pour vous les valeurs humaines et intellectuelles à préserver impérativement? Bon, je pense qu'elles transparaissent un peu dans mes histoires. C'est plus facile pour moi de les dire dans des histoires que de les proclamer, parce que je trouve que c'est toujours un peu bizarre de proclamer ces valeurs comme ça, comme si elles étaient des vérités qui allaient durer tout le temps. Je ne sais pas trop. Je crois à une humanité qui doit s'entraider, qui doit pratiquer une forme de solidarité. Voilà, je ne suis pas le plus humain des humains, parce que moi je passe ma vie tout seul, donc je ne suis pas confronté à des collègues qui me cassent les pieds. J'ai une espèce de vie assez facile au fond. Mais il y a des choses comme ça qui me touchent, parfois me tombent dessus, que j'entends, que je vois autour de moi et que je mets dans mes histoires, comme ce bout de dialogue que vous avez cité. J'aime bien que les histoires soient, enfin que les personnages disent ce genre de choses-là. Ça me plaît comme les histoires. Presque au terme, il me reste donc 3 questions, on va aller vite. Je vous propose d'abord, j'évoque l'ouvrage que vous avez publié en 2015 qui s'appelle What a Wonderful World, qui pose un regard sans concession sur l'actualité et les phénomènes de société. Et je vous soumets, Zep, un échantillon de vos citations et je vous propose de me dire dans l'instant ce que vous en pensez. Alors, évoquant Gaza, des militaires bombardent des civils, rien ne peut justifier ça. Et si nous nous taisons, alors nous laisserons notre culpabilité en héritage à nos enfants, comme l'ont fait les générations d'avant. Oui, je pense toujours ça, ouais, bien sûr. Si je pouvais choisir un pouvoir extraordinaire, ce serait voyager dans le temps. Ouais. Voyager dans le temps. Ouais, peut-être pas, non, mais parfois c'est celui-là que j'ai envie d'avoir. J'aimerais bien, ouais. Mais voyager dans le passé, en fait, je trouve que il y a tellement de choses incroyables qui se sont passées dans notre histoire, de pouvoir aller les voir en vrai, ce serait formidable. Enfant, je n'aimais pas les musées,
Je n'y voyais qu'un alignement de gens morts, pas par d'autres gens morts. Mais là où autrefois je ne voyais que la mort, aujourd'hui c'est le désir des hommes de rester vivants qui me touche. L'envie de capturer un visage, un geste, un nuage, un souffle, et de le figer pour toujours, de tenter de le rendre plus grand que soi. Les musées aujourd'hui... Bah c'est ça, ouais, ma deuxième définition, c'est aujourd'hui. Mais la première, elle était complètement sincère. C'est ce que je pensais des musées avant. J'avais horreur de ça. Quand j'étais enfant, j'avais vraiment l'impression d'aller dans un musée des horreurs. Dieu en interview. Le problème avec les hommes, c'est que dès que j'apparais à l'un d'eux, il se sent obligé de fabriquer une religion, et ça tourne mal. C'est vrai. Alors, je vais vous montrer une photo. On a évoqué Mixéromix. Alors, je vais vous montrer une photo de Mixéromix. Césarée Pavese écrit « Ne me parlez pas de mes succès littéraires, ces choses-là font rougir de honte, soit à cause de la manie des bavardages qu'elles provoquent, soit parce qu'elles révèlent la pourriture du milieu professionnel. Alors, prix, jury, succès, salon, public... » Je crois que Mix a tout dit. Le meilleur, c'est le prix réduit. Mais non, moi, je suis assez content quand même quand je reçois un prix. Faut pas. Déjà, c'est un peu différent aussi les prix littéraires et la bande dessinée. C'est que la bande dessinée, pendant très longtemps, a été sous-considérée. Et aussi à cause de nous, hein, on en a fait un sous-genre. C'est-à-dire que souvent, on est sous la littérature ou sous le cinéma ou sous le théâtre. On nous dit ce qui est quand même formidable, ce serait que vous puissiez un jour adapter votre bande dessinée au cinéma. Non, ce qui est super, c'est de faire de la bande dessinée. Si elle est adaptée au cinéma, c'est sympa, mais la finalité, c'est pas de l'adapter au cinéma. Tout comme il y a des périodes où là, maintenant, depuis quelques années, le grand truc, c'est de faire des reportages en bande dessinée. Oui, mais enfin... Parfois, les reportages que je lis en bande dessinée, c'est des gens interviewés qui parlent dans des cases. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dessiner ça? On peut juste interviewer des gens et ça suffit, on n'a pas besoin de les dessiner. Parfois c'est bien, parfois c'est inutile. Comme adapter quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est adapter les grands succès de littérature en bande dessinée. C'est pas nécessaire, ils existent déjà en littérature. Je pense que la bande dessinée, c'est un genre qui se suffit à lui-même, qui est un genre de récit et qui a droit aussi à avoir des prix et pourquoi pas un jour qu'il soit complètement considéré comme une forme de littérature et peut-être qu'il y aura un Goncourt qui sera donné un jour à un auteur de bande dessinée. Je trouve que ce serait plutôt rigolo, mais dans l'absolu, c'est des sucreries, c'est pas très important. C'est ce qui compte, c'est qu'on réussisse les livres qu'on projette de faire. Après, le succès qu'ils ont, ça ne nous appartient plus. Si on est lu par une personne ou par 100 000 personnes, si on est lu par 100 000, on a de la chance. Mais on ne peut pas s'enorgueillir de ça. Et de la même manière, recevoir un prix, on est content, mais on est fier même. Hein, mais c'est pas parce qu'on est plus valeureux qu'un autre. C'est juste qu'on a eu plus de chance sur ce coup-là. Alors, dernière question. Ce type de la télé, il avait dit que même l'oxygène allait être rare. Il avait aussi expliqué qu'il n'y aurait plus d'arbres, plus d'oiseaux, plus de nature, plus rien du tout. C'est votre personnage Titeur dans Le pied de ma life qui s'interroge alors comment il sera le monde quand je serai grand. Bob Dylan, lui, dans le premier tome de ses chroniques, s'adresse ainsi à son ami Robert Shelton. Rappelle-toi, dans la vie, n'importe quoi peut arriver. Si tu n'as pas tout ce que tu veux, réjouis-toi de ne pas avoir ce que tu ne veux pas. Enfin, Zep, le monde ne devient pas plus beau parce que je le dessine pour comprendre qu'il est beau. Alors Zep, ma dernière question, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que réussir sa vie? Le bonheur, c'est d'avoir toujours envie de faire quelque chose pour moi. C'est d'avoir toujours un projet. Envie de dessiner, mais des projets simples, me lever, me dire que je vais aller me promener, prendre un thé avec la femme que j'aime, aller dessiner un vieux chêne, voilà, ça me plaît. Et venir ici, vous voir ce soir, ça c'est un projet. Ça me rend heureux d'avoir tout le temps des projets. Voilà.
c'est pas forcément la définition du bonheur pour tout le monde, mais pour moi c'est ça, et que vous citiez Titoff et Bob Dylan à la suite, vous avez fait ma journée. Alors, au terme de cette rencontre, j'aimerais, au nom de tous et du fond du cœur, vous remercier, Zep, pour ce beau moment de partage. Georges Wolinski considérait que l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. Lorsqu'on peut lui associer le talent, voilà que naissent de petits personnages qui nous racontent avec beaucoup de subtilité le monde. Ils bousculent, provoquent, interpellent et parfois émeuvent. Ainsi, un peu comme Jean Cocteau qui en 1930 confiait dans Opium, écrire pour moi, c'est dessiner, nouer les lignes de telle sorte qu'elles fassent écriture ou les dénouer de telle sorte que l'écriture devienne dessin. Vous faites naître, Zep, le trait et la lettre, le croquis et le mot, la couleur et l'ombre, qui témoignent du destin de personnages qui parlent à leur manière de l'homme aussi, un peu de nous. Avant de partir, cette dernière confidence échappée de votre ouvrage découpé en tranches, publié en 2006. Je dessine pour apprivoiser le monde, pour tenter de le comprendre. Je remplis des carnets de visages, arbres, portes, escaliers, réverbères. Ces carnets me permettent de me sentir un peu plus chez moi sur cette planète. Parfois on suscite l'admiration, parfois pas, peu importe. Ces carnets constituent ma géographie personnelle, mon passeport de terrien. Pour cela aussi, merci Zep.